envahi par de sérieux doutes. L'audacieux, le plus extrémiste des adeptes de la révolution des Quantas, devint le plus sévère, le plus pénétrant et le plus conservateur des critiques de cette théorie. Photoélectrique par une généralisation stupéfiante d'une proposition faite en désespoir de cause par Max Planck en 1900 pour élucider des contradictions flagrantes dans la théorie de la chaleur. Planck avait remarqué que ce problème trouverait une solution si certaines formes d'énergie arrivaient par paquets. Il les appela les quantas. Mais personne, pas même Planck, ne savait comment en tirer parti, jusqu'au jour où Einstein, par une audacieuse extension de la proposition de Planck, qui suggérait que la lumière était faite de grumeaux, arrive à expliquer l'effet photoélectrique. Ce n'est qu'en 1915, 10 ans après avoir émis cette hypothèse, que des expériences montrèrent sans ambiguïté que la notion de quanta de lumière formulée par Einstein s'avérait. Einstein fut prix Nobel en 1922 pour avoir expliqué la photoélectricité, pas pour sa théorie de la relativité. Bien que son nom reste à jamais lié à la relativité, il n'en demeure pas moins que s'il n'avait pas écrit un mot sur ce sujet, il aurait tout de même été un pionnier de la physique des quantas et donc l'un des plus grands physiciens de notre histoire. Après avoir lancé la révolution des quantas, Einstein s'y consacra largement. Il fut un modèle qui fit autorité pendant les 20 tumultueuses années qui suivirent. En 1915, Niels Bohr, Werner Heisenberg et d'autres mirent sur pied la forme définitive de la théorie appelée physique des quantas. C'est alors qu'Einstein fut envahi par de sérieux doutes. Le précurseur, l'audacieux, le plus extrémiste des adeptes de la révolution des quantas devint le plus sévère, le plus pénétrant et le plus conservateur des critiques de cette théorie. Einstein rejetait la mécanique des quantas car il refusait d'offrir une image intuitive de ce qui se passe véritablement dans le monde. Elle échoue, ce sont ses propres termes, à représenter la réalité dans le temps et dans l'espace. En effet, la théorie se refuse à admettre qu'une chose a des propriétés, sauf si celles-ci sont mesurables. Habituellement, quand on veut voir quelque chose, on l'éclaire. En faisant cela, on modifie ne serait-ce que légèrement ce qu'on regarde, car la lumière exerce une toute petite pression sur l'objet. Mais cette pression est si ténue qu'un objet de la taille de cette rose n'en est pratiquement pas affecté. Supposons que nous regardions une fleur beaucoup plus délicate, ce chrysanthème nain. Si l'objet est assez délicat, la lumière va le modifier. Il est donc impossible de savoir comment il était avant modification. On peut remédier à ce problème en diminuant l'intensité lumineuse. Bien entendu, plus l'objet étudié devient délicat, plus l'intensité lumineuse devra diminuer. Avant les quantas de lumière d'Einstein, on considérait qu'on pouvait toujours diminuer assez l'intensité lumineuse pour rendre la modification négligeable. Einstein remarqua que la lumière est grumeleuse, qu'elle nous arrive par quanta. En voici les conséquences, illustrées par cette lumière stroboscopique. La lumière ordinaire est faite d'une telle quantité de quanta que nous ne voyons pas son aspect grumeleux. Quand on diminue l'intensité lumineuse, on réduit le nombre de quantas de lumière sans pour autant réduire la force de chacun d'eux. Finalement, on atteint un point où la lumière cesse d'apparaître moins intense et on se rend compte que ce qui se passe en réalité, c'est que chaque quanta pris séparément nous arrive de moins en moins fréquemment. En diminuant la lumière, on ne réduit pas la modification, mais elle se produit moins souvent. Quand vous arrivez à observer la fleur, elle est toujours bousculée de la même façon. Le seul moyen de ne pas modifier l'objet que vous regardez, c'est de s'assurer qu'il ne sera pas percuté par un seul quanta. Et cela, vous ne l'obtiendrez qu'en éteignant la lumière complètement. La lumière éteinte, vous ne pourrez rien observer du tout.
Aussi, au plan atomique, le simple fait d'observer modifie-t-il inévitablement l'objet qu'on étudie. On peut légitimement se demander s'il est vraiment raisonnable de dire qu'un objet a des propriétés, telles que vitesse, forme et emplacement, alors que le seul moyen de le découvrir force le dit objet à changer de vitesse, de forme et d'emplacement. C'est ce qui sous-tend le célèbre principe d'incertitude de Heisenberg. Mais pour Einstein, une théorie n'est acceptable que si elle décrit des choses qui possèdent des propriétés que nous autres pauvres humains puissions ou non découvrir. Il demanda un jour à un spécialiste des quantas: croyez-vous vraiment que la Lune n'existe que lorsque vous la regardez? Bien qu'Einstein ait peut-être considéré la physique des quantas comme peu digne de foi, il aurait sûrement été d'accord pour dire qu'au niveau pratique, la théorie qu'il a échafaudée et par la suite attaquée est opératoire à une échelle sans précédent dans l'histoire de la science. Elle est à la base de la microélectronique et de la microbiologie. Elle est le fondement de notre chimie moderne. Elle explique comment les étoiles brûlent et comment l'univers a évolué depuis ses débuts. Bien que de nos jours, peu de physiciens partagent les objections philosophiques d'Einstein quant à la théorie des quantas, presque tous conviennent que faire de la relativité générale et de la théorie des quantas un tout harmonieux reste une des plus grandes tâches inachevées de la science. Les lois ne nous donnent que des indices et la lutte pour comprendre continue. C'est une lutte qui pourra apporter de nouvelles fulgurances aussi grandes que celles d'Einstein. Mais sans les clés qu'il nous a données, tout espoir de comprendre nous serait à jamais enlevé. Si Einstein n'avait pas découvert la théorie de la relativité restreinte, Poincaré ou Lorentz l'auraient fait peu après. Et si Einstein n'avait pas posé les bases de la théorie des quantas, Bohr, Planck, Heisenberg l'auraient fait 10 ans plus tard. Mais la relativité générale, c'est autre chose. Elle n'est venue que d'Einstein. Sans lui, le monde aurait attendu des dizaines d'années avant que quelqu'un d'autre ne découvre que la gravité est provoquée par la courbure de l'espace-temps. Bien sûr, c'est la relativité générale qui, plus que tout, a fait la célébrité d'Einstein, et cette notoriété fut bien méritée. Dans toute l'histoire de la physique, seuls 2 hommes furent 2 phares: Isaac Newton et Albert Einstein. Tous les autres ne furent que des intelligences. Les rêves d'Albert Einstein allaient bien au-delà de l'expérience commune. Ses grandes théories sur la relativité furent illustrées par des exemples qui ont souvent ébloui ou déconcerté. Déplacions vers le savoir. Et demain, et aujourd'hui et ce matin même, c'est de plus en plus le savoir qui se déplace vers nous. Déplacement de nous-mêmes et déplacement du savoir. Vous avez sans doute l'impression que maintenant je suis chez vous, auprès de vous, en train de vous parler. Et en effet, d'une manière virtuelle, j'y suis. Mais ne croyez-vous pas aussi que vous êtes à l'Académie, dans la bibliothèque de l'Académie, à côté de moi, en train de feuilleter les livres de Jules Verne et les atlas que vous avez vus? Quelle est cette mystérieuse présence que j'ai auprès de vous? Quelle est cette mystérieuse présence que vous avez auprès de moi? Elle est virtuelle. Et d'une certaine manière, nous sommes proches l'un de l'autre, alors que je vous parle à des milliers de kilomètres. Voilà les déplacements nouveaux, voilà le nouveau monde dans lequel nous sommes entrés depuis déjà quelques décennies. Or, chaque fois qu'un déplacement change, chaque fois que le savoir change, un grand instituteur se lève pour nous enseigner ce nouveau monde. À l'époque du début de l'écriture, Homère a lancé Ulysse dans un nouveau monde, dans les mondes connus et inconnus, pour nous apprendre ce monde-là. Jules Verne, au XIXe siècle, au moment où le monde géographique se fermait sur lui-même et où le savoir se transformait, a été notre grand instituteur. Il nous manque aujourd'hui pour les frontières nouvelles du monde nouveau
un instituteur de ce calibre. Et pourquoi Jules Verne a été notre grand instituteur? Non pas parce qu'il nous a appris telle ou telle discipline, tel ou tel détail de telle ou telle science, non pas parce qu'il nous a décrit tel paysage, tel désert, tel rivage de mer ou telle montagne, non. Il a été notre grand instituteur parce qu'il nous a donné le monde global dans lequel il y avait ce désert, cette montagne, ce... Je crois qu'en réalité, nous nous trouvons là, tout au moins dans la coulée de la philosophie de l'Occident et de l'Occident chrétien, on se trouve là devant un problème qui force presque nos pensées, qui est formateur de la manière de penser la réalité, en fin de compte, et notre rapport à la réalité. Car ce qui est tout à fait frappant, c'est que si l'on prend une question tout à fait moderne, comme par exemple, que veut dire une physique, la physique moderne, c'est-à-dire la physique quantique. Dans les discussions entre quelqu'un comme Niels Bohr d'un côté, Heisenberg, Pauli et Einstein de l'autre, je veux dire, c'est le grand dernier débat philosophique que nous avons eu dans les sciences qui a vraiment gouverné tout notre siècle. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien d'un côté l'idée d'une divinité substantialisée, d'une divinité spinoziste d'une certaine manière, mais qui a son origine chez Aristote, qui est évidemment qui est illustré par Einstein, et en face, avec particulièrement Heisenberg où c'est extrêmement clair, mais même dans tout un certain nombre d'écrits de Pauli, on voit bien l'appel à une philosophie qui est une philosophie platonicienne. Et lorsque Heisenberg essaie d'expliquer, par exemple, ce qu'est l'onde pour lui dans la physique quantique, il l'écrit noir sur blanc en disant ce sont exactement comme les corps réguliers d'utilité de Platon. Donc je veux dire, à nouveau, si vous voulez, 25 siècles plus tard, ou 7 ou 10 siècles plus tard, après la fondation des universités dans l'ensemble de l'Europe, on s'aperçoit que le choix qui a été fait, je dirais d'une certaine manière, et sans avoir remis en cause, ou plus exactement, on s'aperçoit que le choix de l'aristotélisme reste, je dirais, implicitement le dominant, et que, devant la voie des faits, on a l'impression que le platonisme est tout le temps en train de revenir, et bizarrement, que quand même beaucoup des grandes révolutions qui ont eu lieu, que ce soit la révolution de la Renaissance, que ce soit la révolution contemporaine, que ce soit la révolution quantique, en grande partie, elle se fait au nom de Juste après la Révolution, Einstein et sa théorie étaient envisagées rigoureusement en termes de lutte des classes. Pour ainsi dire, l'histoire, aussi bien que la physique et toutes les autres sciences, étaient évaluées en termes de classes. La théorie de la relativité, elle aussi, justement, surtout dans les années 20 et 30, fut mise au nombre de ce qu'on appelait les sciences bourgeoises. Cette approche se basait sur les conclusions auxquelles le fondateur de l'idéologie soviétique, Lénine, était parvenu en 1909 dans son article « Matérialisme et empiriocriticisme ». Dans les années 20, ils ont organisé une campagne, toute une campagne idéologique contre la théorie de la relativité d'Einstein. Ils disaient que la théorie de la relativité était quelque chose de spéculatif, d'incompréhensible, que c'était... Enfin, puisqu'il était impossible de la vérifier expérimentalement, cela voulait dire qu'il s'agissait d'une invention, et qu'elle ne correspondait pas, pour ainsi dire, à la réalité. Et à la fin de la période de gouvernement de Staline, à l'été 52, se posa la question de savoir s'il y aurait un pogrom au niveau du personnel. Un pogrom du genre de celui qui avait eu lieu en 1948 dans le domaine de la biologie. La campagne de presse contre la théorie d'Einstein, la jugeant incompréhensible et non vérifiable, bouleverse la communauté scientifique. Et de grands physiciens interviennent auprès du chef de la police, Laurenti Beria, également en charge du programme de recherche atomique, pour que cessent les persécutions. Qu'y a-t-il?
Ils ont condamné Giordano Bruno. Il a été brûlé vif. Oh! Allons, calmez-vous, monsieur Galilée. Ne vous mettez pas dans des états pareils. Oui, je sais. Dites-moi plutôt pourquoi il a été condamné. C'est terrible. Pauvre Bruno, il a été condamné au bûcher pour hérésie parce qu'il défendait les idées de Copernic. C'est incroyable. Mais Copernic a simplement dit que la Terre tourne autour du Soleil. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? L'Église nous enseigne autre chose. La vision de la philosophie et de la théologie en particulier. On a dit à un certain moment qu'Averroès a déchristianisé Aristote. Voilà ce qui a provoqué des problèmes, enfin, chez la chrétienté. Et en 1270-77, à Paris, un peu plus tard à Oxford, un certain nombre de propositions considérées comme avéroïstes, mais sans doute étaient-elles fondamentalement fidèles à Aristote, ont été condamnées. Condamnation spectaculaire, évidemment, qui a eu des conséquences immédiates, condamnation, expulsion de quelques professeurs, qui dans le long terme n'ont pas empêché que l'on a continué à étudier, à utiliser et Aristote et Averroès. Et, faut-il l'ajouter, ces problèmes ne sont même pas propres à la chrétienté. L'islam aussi a eu quelques difficultés à accepter le rationalisme d'Averroès. À la fin du XIIe siècle, Averroès est condamné par le calife de Cordoue et ses écrits sont détruits. Un siècle plus tard, l'évêque de Paris, à son tour, l'attaque. Vaine condamnation, puisqu'en Europe, l'interdit suscite l'engouement du public pour ses commentaires d'Aristote. Ce sont les avéroïstes latins qui provoquèrent la cassure, si vous voulez, entre la foi et la raison, la théologie et la philosophie. Ça a été le commencement, si vous voulez, de la modernité, cette grande cassure dont les conséquences furent énormes. Mais de l'autre côté du monde islamique, c'est-à-dire en Iran, la pensée d'Averroès ne laissa aucune trace. Au contraire, c'est Avicenne qui resta le maître à penser. Surtout ce qui marqua beaucoup le monde iranien fut, je crois, l'aspect néoplatonisant de sa pensée. Où serions-nous si des hommes comme Giordano Bruno, Spinoza, Voltaire, Humboldt avaient raisonné et agi ainsi? Je ne regrette pas un mot de ce que j'ai dit. Et je crois que mes actes ont servi l'humanité. Le juif Einstein est menacé, sa maison est dévalisée. J'ai décidé d'abandonner mon poste à Berlin. Je serai toute ma vie un oiseau migrateur. C'est intriguant. C'est intriguant. Mais la réponse est en effet donnée par la lettre de Kepler, parce qu'au fond, ce qui permet à Kepler, qui était le grand astronome, au début du XVIIe siècle, en 1610, il y a Galilée qui découvre qu'autour de Jupiter, il y a 4 planètes, qu'il appelle les planètes lycéennes, 4 satellites, et c'est à partir de cette idée que Kepler, qui croit à l'harmonie du monde, il croit que Dieu a instauré partout un ordre mathématique profond, c'est à partir de ces 4 planètes de Jupiter que Kepler raisonne. La Terre a un satellite, Jupiter en a 4, Mars, qui est entre la Terre et Jupiter, doit donc en avoir 2. Et il prolonge, il va plus loin. La Terre 1, Mars 2, Jupiter 4, et Saturne, dit-il, en aura 6 ou 8. Et effectivement, Saturne en a 8, qu'on a découvert bien plus tard. Bon, mais tout de même, cette idée-là, qu'on voit ressurgir qu'il y a des civilisations autrefois qui avaient un savoir extraordinaire, c'est un peu un serpent de mer de la fausse science, bien sûr, d'ailleurs. On comprend dans le cas Swift, comme ils ont bien dit dans le petit film, ayant donné des mesures assez bonnes, on peut vraiment s'interroger, se demander s'il n'y avait pas un savoir ancien merveilleux de tout cela. Et cette croyance, souvent on l'attribue à des gens qui ne sont pas sérieux, qui croient trop en l'irrationnel, mais un monsieur comme Newton, le grand Newton qui a inventé la théorie de la gravitation, était convaincu que les anciens connaissaient déjà la théorie de la gravitation et bien d'autres choses. Et que si ils n'ont pas transmis ce savoir, c'était pour des raisons de prudence, en se disant que l'humanité pourrait mal utiliser ses découvertes. Mais Newton croyait très sincèrement que Pythagore connaissait la théorie de la gravitation. Il dit, moi je n'ai rien trouvé, Pythagore le savait, et non seulement il dit cela, mais il essaye de démontrer, de reproduire le raisonnement qu'avait pu faire Pythagore pour trouver la théorie de la gravitation, et ceci en faisant des analogies avec les cordes vibrantes. Il y a donc derrière tout cela
Nous le ramenons à son stade, le premier stade. Alors évidemment, à ce moment-là, toute cette matière se trouve réunie en un point. Alors à ce moment, on ne sait pas faire de la physique, parce que la densité est infinie, la pression est infinie, c'est l'arrêt. Et c'est pour ça que Wille, avec raison, a parlé de la plus grande crise de la physique avec le Big Bang. Dans le problème de l'instabilité, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. On voit un pré-univers, et le pré-univers doit être un état instable qui se décompose en univers, en donnant tout de suite d'abord des températures très élevées. Il faut voir la théorie, n'est-ce pas, pour comprendre cela. Donc, mais un univers, donc, est la suite d'un autre état. De même que je vois un cristal, eh bien, le cristal vient peut-être d'un liquide instable, parce qu'il était à trop basse température. À trop basse température, un liquide est instable, il devient un cristal. Eh bien, c'est la même chose. Mais évidemment, cela pose la question, est-ce que notre univers est unique? Et dans la perspective de l'instabilité, il faut bien dire qu'il y a peu de chances qu'il soit unique, et il y a peu de chances qu'il ne soit pas. Mais à ce point de vue-là, je dirais que la différence doit être grande entre la cosmologie et la création de la vie. Parce que la vie est apparue très tôt dans l'histoire cosmologique, n'est-ce pas? Parce que la vie est apparue, la vie a maintenant 5 milliards d'années, alors que le monde, l'univers a 15 milliards d'années, la vie n'aura 4. Et vous, le jour de votre mort, vous souhaitez... Ah bien oui, être à côté d'elle, bien sûr, oui. Ouais. Dans le même frigo? Ça serait pas drôle qu'elle se réveille toute seule. Ça, ce sont des instructions à l'intention des éventuels réanimateurs du futur. C'est ça, alors, outre l'antigel et l'anticoagulant, lors d'un éventuel essai de réanimation, il faudrait extirper la tumeur qui a causé l'obstruction par compression du système circulatoire. Alors seulement pourra être tenté un rétablissement de la circulation normale. Et ça, c'est votre testament? Ça, c'est une des recommandations scientifiques. En cas de disparition physique, je sollicite l'autorisation à la préfecture d'Angers et de monsieur le préfet de Maine-et-Loire de reposer à côté de ma compagne dans la crypte du château de Preuil. Monsieur Martineau, éventuellement monsieur le maire, pour l'accomplissement des formalités nécessaires. Vous pensez qu'un jour, dans 300 ou 400 ans, vous retrouverez votre femme? J'espère que ça sera bien avant. Hein. 65 photos représentant une congélation humaine. Elle se passe en 3 phases. La première phase consiste à porter le corps à 0 degré tout en assurant l'oxygénation du cerveau. La phase 2 va consister à remplacer le sang par une solution d'antigel et à porter le corps à la température de la glace carbonique, moins 79 degrés. La phase 3 consiste à porter le corps à la température d'ébullition de l'azote liquide qui est moins 196 degrés. Pour ce faire, le corps est d'abord sanglé sur un support. Ce support va être introduit dans une capsule cryogénique qui est une sorte de grande bouteille thermos. Puis on redresse cette capsule et on la remplit d'azote liquide. Cette capsule que vous voyez là contient 2 patients, mari et femme. Nous en avons 3 autres capsules qui contiennent aussi des patients. Ils sont maintenus ici en longue conservation. Quand pensez-vous faire ressortir un cadavre de ces containers? Pour les gens cryogénisés aujourd'hui, on peut avancer le chiffre de 100 ans avec une marge de 50 ans en plus ou en moins. C'est ma propre évaluation du temps que cela prendra avant qu'ils puissent être amenés à la vie. Au minimum dans 50 ans. C'est un domaine dans lequel il faut apporter sa pierre et espérer que d'autres apporteront leur pierre. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans les cathédrales. Elles ont été construites sur plusieurs siècles. Elles étaient construites par plusieurs architectes, plusieurs équipes d'ouvriers. Je suppose qu'elles ont été construites avec un grand élan. Les particules élémentaires et autres, il y avait déjà beaucoup de gens. Vous vouliez vous attaquer à un domaine nouveau, vierge. Faire de la recherche sans découvrir, c'est pas de la recherche. Le but de la recherche, c'est d'avancer dans un domaine qui n'est pas connu. Il fallait donc à Paul-Henri Rebut. Dans une économie socialiste, on ne travaille pas pour le profit d'une minorité possédante, mais pour satisfaire le besoin de tous. Il me semble donc que les conditions y sont plus favorables à la conquête de la liberté individuelle. À Henri Barbusse, écrivain français et communiste.
Je ne peux me résoudre à signer ce texte qui glorifie la Russie soviétique. J'ai fait tout mon possible pour me forger une opinion personnelle sur ce qui se passe dans ce pays, et les conclusions sont plutôt sombres. Au sommet, la lutte de quelques individus assoiffés de pouvoir. À la base, la suppression totale des droits individuels et de la liberté d'expression. Que vaut l'existence dans de telles conditions? En 1932, il enregistre un disque pour la Ligue des droits de l'homme. Il l'intitula Credo. Das schönste und tiefste, was der Mensch leben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allen tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft zugrunde. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder. Zu erkunden, dass hinter dem Erlebbaren ein für unseren Geist unerreichbares Verborgenheit, die Schönheit und Erhabenheit uns nur mitbar und in schwachem Widerschein erreicht, das ist Religiosität. In diesem Sinn bin ich religiös. Es ist mir genug, die Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen von der Erhabenheit. Le problème est de pouvoir vérifier, c'est-à-dire avoir des données d'observation qui pourraient conforter, confirmer ou infirmer ces modèles. Donc c'est des tâches pour... il faut dire que les données d'observation arrivent à une vitesse extraordinaire. Pendant cette semaine, on a entendu parler de quantité de nouvelles données sur les galaxies, les vitesses des galaxies, la distribution des galaxies dans l'espace. Et toutes ces données doivent évidemment pouvoir être expliquées en termes du modèle cosmologique qui serait acceptable. Donc on peut s'attendre à des choses importantes dans les années qui viennent. Il faut dire que c'est un sujet qui est en pleine expansion. Nous pouvons dire que tous les gars étaient déjà ici. Si Einstein était vivant, il serait là. Et les futurs Einstein, ils sont là? Ça, nous avons, je crois, une trentaine de prix Nobel qui ont pris les prix Nobel après être ici. On n'invite pas les prix Nobel, on invite des gens qui après prennent les prix Nobel. Même si il ne faut pas minimiser trop. Chercheur, philosophe de sciences, il est temps d'exposer ma nouvelle théorie. Une nouvelle porte sera ouverte, c'est le début du XXIe siècle. Une culture est d'autant plus elle-même qu'elle dialogue avec les autres. Mais il ne s'agit pas de dialogue des fatalités, ni de dialogue hasardeux. Il s'agit de dialogue volontaire, sélectif et critique. Et c'est cela que je conseille à mes amis. Accroché entre ciel et mer, un village béni des dieux, et fondé, selon la légende, il y a 3000 ans, par le fils de Vénus et de Neptune. Depuis plus de 30 ans, une cité élue par l'avant-garde scientifique. Loin du tumulte du monde, à l'abri des regards, dans les édifices moyenâgeux, un lieu bouillonnant d'idées et de débats dans tous les domaines de la science. Viennent du monde entier, chercheurs, maîtres et élèves, savants confirmés ou futurs vedettes de la science, tous partageant le même but. Apprendre, en savoir plus, découvrir les toutes dernières avancées dans leur discipline, les plus osées, celles que parfois les universités ignorent ou rejettent, les plus récentes, celles qui n'ont pas encore été publiées ou confirmées. Un centre de haute culture scientifique où échange de vues et confrontation d'opinions ont lieu dans tous les coins, conventionnels ou non, de cet endroit privilégié. Le centre se nomme Ettore Majorana, en hommage au grand physicien italien. Il a été imaginé en 1963 par un athlète d'Erice, le physicien des particules Antonio Viticci. Quand vous prenez un thème, un argument des frontières, il y a toujours, puisqu'on n'a pas compris encore qui a raison, qui a tort,
évidemment, il y a toujours des écoles. L'école qui dit oui, l'autre qui dit non, et c'est ça, les débats scientifiques animés et très intéressants. L'origine est là. Les arguments des très hauts intérêts sont toujours où on n'a pas encore compris quelle est la vérité. Alors, professeur, comment les avez-vous choisis? Sur leur renommée scientifique? Je crois que nous pouvons dire que tous les grands étaient déjà ici. Et si Einstein était vivant, il serait là. Et les futurs Einstein, ils sont là? Ça, nous avons, je crois, une trentaine de prix Nobel qui ont pris les prix Nobel après être... On n'invite pas les prix Nobel, on invite des gens qui après prennent les prix Nobel. Même s'il ne faut pas minimiser trop les prix Nobel.